Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 23 juin, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres. Les entrepreneurs parlent économie avec le parti politique et les Républicains. Hier soir, au siège du parti, l'association Génération Entreprises Entrepreneurs Associés a présenté son livre blanc à Nicolas Sarkozy. Une vingtaine de mesures pour favoriser la croissance de la France et soutenir les entreprises du territoire. Les Britanniques votent aujourd'hui, jeudi 23 juin, pour ou contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous sommes allés à la rencontre d'Anglais vivant dans les Yvelines pour avoir leur point de vue sur le Brexit. Et suite aux intempéries du 31 mai, la maison Elsa Triolet à Aragon à Saint-Arnoult en Yvelines a subi de nombreux dégâts. Elle est actuellement fermée pour travaux et cela pour une durée indéterminée. L'association en charge de l'établissement lance une campagne de dons pour réparer le moulin du couple d'écrivains. Et pour commencer cette édition, un mot de politique. Hier soir, au siège du parti Les Républicains, avait lieu la remise d'un livre blanc élaboré par l'association Génération Entreprises Entrepreneurs associée à Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Ce livre est écrit par des entrepreneurs et des parlementaires. Il propose une vingtaine de mesures pour favoriser la croissance de la France et soutenir les entreprises du territoire. Camille Lambert et Patrick Jacques de Dixmude vous en disent plus. Une vingtaine de mesures pour défendre l'esprit d'entreprise et favoriser la croissance, c'est la proposition de Génération Entreprises Entrepreneurs Associés. L'association a rédigé un livre blanc qu'elle a remis le 22 juin à Nicolas Sarkozy, président du parti Les Républicains. Un ouvrage élaboré à partir de discussions entre entrepreneurs et figures politiques. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment en France très bien, qui parlent très bien, mais qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas les réalités de l'économie mondialisée. Là, c'est vraiment, Génération Entreprises, c'est des gens qui comprennent, qui viennent de la mondialisation, qui aiment la France, qui aiment l'entreprise française. Nous proposons plus de stabilité, plus de cohérence, de souplesse. Et le livre blanc insuffle ce vent de liberté dont notre pays a besoin. Baisser les charges sur les entreprises, privilégier le numérique ou mettre en place un contrat de travail unique, autant de projets détaillés dans ce livre blanc. Génération Entreprises mise sur une hypercroissance, des mesures qui seront évoquées prochainement par le parti. Continuer à investir dans ce travail et le 2 juillet au Conseil national, on présentera l'ensemble pour qu'il y ait 60 millions de Français qui se disent dans leur projet, on a une place. Un entrepreneur, quand il a des moyens, il investit. Quand il n'a pas de moyens, il n'investit pas, il ne crée pas de l'emploi. Une nouvelle vague de création massive d'emplois passe par la confiance entre l'État et l'entreprise et les Français. Génération Entreprises, groupe de travail fondé en 2002, compte à ce jour plus de 150 parlementaires, députés et sénateurs. Depuis sa création, de nombreux amendements ont été adoptés, notamment sur l'assurance vie. Et la campagne pour la primaire se poursuit à droite avec le déplacement hier soir de François Fillon dans les Yvelines. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy était à Aubergenville où il a une nouvelle fois reçu le soutien de la maire de la commune, également sénatrice et secrétaire départementale des Républicains, Sophie Primas. Gérard Larcher, président du Sénat, était lui aussi présent pour appuyer cette candidature de celui qui est actuellement député de Paris. Alors au cours de son discours, il a abordé la question du terrorisme. François Fillon a également affirmé que la France était en guerre et qu'il allait renforcer les actions contre l'État islamique dans le cadre d'une coalition avec la Russie notamment ou encore l'Iran. Il a également parlé d'immigration et souhaité la mise en place de quotas annuels. François Fillon qui aussi dans les sondages entre la 3e et la 4e place, loin derrière Alain Juppé, espère s'imposer dans la dernière ligne droite. Le scrutin de la primaire se déroule en novembre prochain. Écoutez-le. Pourquoi il faut changer de président de la République ? Pas seulement parce qu'il est de gauche, qu'on ne l'aime pas et qu'on a envie d'une alternance. Non, il faut en changer parce que son quinquennat est une calamité. Son quinquennat est caractérisé, et vous savez que j'utilise rarement des mots aussi violents, il est caractérisé par 3 choses, l'imposture, l'incompétence et le mensonge. Et Wilfried Richy reviendra dans notre édition de vendredi très largement sur ce meeting de François Fillon.
Il est temps à présent de passer à notre entretien. Ce soir, nous recevons en plateau Laurence Bourgeois. Vous êtes chauffagiste plombier couvreur à Rambouillet, présidente des couvreurs plombiers et secrétaire adjointe de la Fédération française du bâtiment des Yvelines, également membre actif du groupe des femmes de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Fédération française du bâtiment des Yvelines organise un grand événement. C'est son assemblée générale. Elle aura lieu demain, vendredi 25 juin, au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines à 21h. Alors, pourquoi avoir choisi ce lieu du Vélodrome ? Eh bien parce qu'on a visité, enfin la Fédération avait organisé une visite lors de la construction du Vélodrome et ils se sont dit que pourquoi ne pas y retourner à la fin des travaux et la meilleure façon peut-être de se rendre compte de ce qu'était le résultat, c'était d'organiser l'AG. Alors, comment va se dérouler un petit peu l'événement ? Beaucoup de gens sont attendus ? Beaucoup de gens sont attendus. Au départ, nous ne devions être que 220, c'est-à-dire que les membres participants de l'AG. Et puis, on s'est dit que c'était un endroit qui devait forcément vibrer, étant donné sa surface. Il fallait absolument qu'il y ait un engouement et qu'on fasse partager ces petits plaisirs et même découvrir le Vélodrome. Donc, les gens qui participent à l'AG ont invité leurs amis, les fédérations de cyclisme, enfin tous leurs proches, les salariés d'entreprise, pour faire en sorte que nous soyons maintenant environ 2200 à cette soirée qui nous souhaitons nous espérons être une réussite. Alors il y aura également plein d'animations autour du cyclisme qui seront organisées, c'est bien normal, et beaucoup aussi de membres donc, de politiques élus qui viendront également à cette soirée. C'est un moyen pour vous de vous faire entendre ? Un moyen de se faire entendre, disons qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience que le bâtiment, c'est une grande force au niveau de l'activité. Il faut reconnaître que nous avons des difficultés. Il faut également que les politiques nous entendent. Mais c'est aussi le moyen de faire participer les gens à des activités sportives. Quand c'est ludique, on apprend beaucoup plus de choses et on retient plus de choses. Donc, il me semble que l'événement sportif sera une grande avancée. Alors, ce sera l'occasion également de revenir sur cette année 2016, oui. De faire un bilan par rapport à vous. Vous êtes vraiment très ancré sur le terrain malgré vos autres activités. Oui. Comment vous l'avez ressenti cette année 2016 pour le secteur du bâtiment ? Sincèrement, on a fait un très bon trimestre 2015, le dernier trimestre, puisque nous avons un exercice décalé. Et ce début 2016 commence bien pour nous, mais je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les structures. Donc nous, on est plutôt contents. Effectivement, il y a une petite relance. Nous, on travaille essentiellement chez les particuliers, donc c'est très important. Les gens ont l'air de se décider. Je pense que les mentions RGE et les crédits d'impôt qui peuvent être accordés font que les gens se lancent quand même dans les travaux. Et puis en plus, ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Et donc les crédits d'impôt valables sur l'année 2016 ne seront peut-être pas reconduits. Nous, évidemment, dans le bâtiment, on espère bien que ça va perdurer parce que ça booste quand même l'activité. Ceci dit, ça reste un gros point d'interrogation à chaque fois. Est-ce que vous parlez aussi, justement, au sein de la Fédération française du bâtiment des Yvelines, du projet de loi travail ? Voilà, il y a encore beaucoup de mobilisation, c'est encore en discussion. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous interroge, dont vous avez peur ? Peur, non, parce que de toute façon, malheureusement, on sera obligé d'appliquer. Ils nous prennent en otage. La fédération travaille beaucoup pour éviter les surcharges et les incohérences dans les textes qui sont votés par des gens qui ne connaissent pas toujours le terrain. Mais bon, je pense qu'il faudra simplement... On subira une fois de plus, malheureusement. On n'est pas toujours très bien entendu de tous ces gens qui décident pour nous. Donc il y a eu la grève, les mobilisations qui vous ont certainement impacté, les intempéries qui ont été importantes dans les Yvelines. Ça aussi, c'est une chose qui ressort au niveau des personnes dans le bâtiment. Nous avons des confrères qui ont beaucoup subi. D'ailleurs, à ce propos, je voulais préciser que pour certaines entreprises et pour les gens qui cotisent au RSI, comme tous les TNS, ils peuvent avoir des subventions. Le RSI peut les aider.
Il n'y a pas toujours le mauvais côté du RSI, il faut le souligner. Alors du coup, ça va être un moment justement pour échanger, peut-être pour parler aussi des projets d'avenir. Qu'est-ce que vous attendez justement? Alors voilà, 2016 n'est pas fini, mais pour la rentrée, est-ce qu'il y a des choses, vous faites appel au gouvernement, les élections arrivent, c'est important aussi de se mobiliser sur ce sujet? Des mesures qui soient cohérentes avec le terrain, c'est-à-dire que la majorité des entreprises sont des petites PME, TPE, et on a vraiment besoin d'être entendus et qu'on nous laisse faire notre travail, parce que depuis qu'on existe, depuis que l'artisanat existe, je pense que les gens sont conscients de ce qu'ils font, ils emploient du personnel, on n'est pas obligé de nous mettre des bâtons dans les roues tout le temps pour travailler. Et forcément, il y a des gens qui vont à l'encontre on va dire, d'une politique correcte du travail. Ça, on est bien d'accord et on en est conscient. Ceci dit, la majorité des entrepreneurs et des petits artisans ne sont pas comme ça. On a bien conscience que les gens, on leur fait... Comment dire, ils travaillent dans un milieu qui n'est pas toujours évident, mais ils l'ont choisi, il ne faut pas l'oublier. Que les contraintes techniques et les poids et les travails en hauteur, etc., c'est lié à l'activité. Les artisans, selon vous, ne sont pas encore suffisamment entendus, peut-être pas assez d'importance. On ne nous fait pas confiance, en fait. De même qu'on voulait faire intervenir les délégués syndicaux dans nos petites entreprises, c'est une aberration, sincèrement. On doit rester maître de nos entreprises. Alors comme au niveau de la reprise économique, voilà, récemment vous l'avez dit, vous connaissez une embellie. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Donc vous êtes membre actif du groupe de femmes de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Alors est-ce qu'il y a plus de femmes, est-ce qu'il y a plus de parité? C'est un milieu quand même très masculin. Est-ce qu'il s'ouvre, vous, votre point de vue vis-à-vis de ça? Alors il s'ouvre, mais il est, je dirais, un peu lié à la parité, parce qu'on nous demande malgré tout dans les postes à responsabilité au niveau des présidences de section et choses comme ça, qu'il y ait des femmes. Donc, bon, c'est un plus, hein, sincèrement. Je pense qu'on peut travailler en bonne intelligence, homme-femme. On n'a pas les mêmes points de vue et c'est une vraie ouverture. Et à mon avis, c'est une vraie chance pour tout le monde. Alors, le prochain événement, donc c'est demain. Une autre actualité, à part justement ce gros événement de demain, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui vont se passer peut-être cet été ou à la rentrée, dont vous pourriez déjà nous parler? Eh bien, les élections à la Chambre des métiers, et ça, on a besoin de vous. Mobilisez-vous pour voter. On a besoin que le bâtiment se fasse entendre. Donc, surtout que les petites entreprises se sentent concernées. La Chambre des métiers défend aussi leurs intérêts, aussi bien que les fédérations. Donc, on a besoin de vous. Mobilisez-vous, surtout. Alors, je le rappelle, la Fédération française du bâtiment des Yvelines organise un grand événement. C'est demain, c'est son assemblée générale au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines à 21h. Merci beaucoup, Laurence Bourgeois, d'être venue sur notre plateau. Et une dernière information qui vient de la part de la préfecture sur les entreprises touchées par les inondations. Alors, une aide exceptionnelle au redémarrage de leurs activités va être versée par l'État, donc à la suite des événements climatiques exceptionnels qui vont toucher les Deux-France. Vous le savez, au mois de mai et au mois de juin, 800 entreprises franciliennes ont fait connaître leurs difficultés à l'administration. Ces 2 dernières semaines, le gouvernement a annoncé l'attribution d'une aide exceptionnelle au redémarrage de l'activité aux entreprises. Alors, l'aide concerne les entreprises touchées dans l'ensemble des communes listées par les arrêtés de catastrophes naturelles pris depuis le 8 juin. Elle bénéficiera aux entreprises commerciales, artisanales, de services et industrielles dont le chiffre d'affaires a été inférieur à 1 million d'euros en 2015. Tout autre sujet à présent, vous entendez beaucoup parler en ce moment du Brexit, ce terme qui est la contraction de Britain and Exit. C'est également un enjeu de poids pour l'Europe car le Royaume-Uni va peut-être sortir de l'Union européenne. Ce jeudi 23 juin, plus de 46 millions d'électeurs britanniques ont rendez-vous avec les urnes pour se prononcer sur la question. Nous sommes allés à la rencontre des Watson, une famille qui vit dans les Yvelines. C'est un résultat important pour eux, notamment pour leur situation administrative en France. Un reportage de Nicolas Dandry. Leave or remain. Comprenez, quitter ou rester dans l'Union européenne. C'est l'objet du référendum qui a lieu ce jeudi 23 juin au Royaume-Uni. Installée depuis 19 ans à Maisons Laffitte, la famille Watson suit avec attention le scrutin dans l'inquiétude. On est un peu stressé aujourd'hui, oui, parce que justement on ne peut pas aller voter, donc on ne peut pas ajouter notre vote pour rester. Les Britanniques, habitant depuis plus de 15 ans à l'étranger, ne peuvent pas voter.
une règle regrettable. Vraiment, je suis très très déçue qu'on n'a pas un statut pour pouvoir voter parce que ça nous concerne plus, parce que ça fait 20 ans qu'on n'habite pas en Grande-Bretagne, qu'on habite dans l'Union européenne. Contrairement à sa mère, Christopher Watson a participé au scrutin. La raison, il est actuellement domicilié en Angleterre pour ses études. Sa position est claire, le Remain. Politiquement, je trouve que l'Union européenne a beaucoup de pouvoir quand même, et on peut mieux influencer les décisions si on est à l'intérieur qu'à l'extérieur. En cas de Brexit, les conséquences peuvent être importantes pour les Britanniques vivant en France, notamment concernant la situation administrative. Est-ce qu'on va revenir à la carte de séjour? Bon, ça, c'est pas très grave, mais si on va encore plus loin que ça, peut-être il y a des questions, est-ce qu'on peut rester ou pas? Voilà. Comme la famille Watson, de nombreux Britanniques vivant en France espèrent le maintien du Royaume-Uni. Si le choix se porte sur la sortie, les conditions seraient négociées pendant 2 ans entre le gouvernement britannique et les dirigeants européens. Nous saurons le résultat de ce vote dans la soirée ou même demain, vendredi 25 juin. Nous ouvrons une page santé. À présent, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines se modernise. Fini les longues files d'attente. Elle s'est désormais équipée pour vous faciliter vos démarches. Outils d'aide multilingue, bornes libre-service et de satisfaction. Le point sur les nouveautés avec Camille Lambert. Plus moderne, mais aussi plus accessible, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines se renouvelle. Elle a mis en place de nouveaux dispositifs, dont un outil multilingue. Les usagers malentendants ou ne parlant pas français ont accès aux questions les plus souvent posées dans leur langue, une première en France. On a plusieurs langues à leur proposer. Il n'y a pas que le français, il y a la langue des signes, il y a le français bien évidemment, mais il y a aussi l'anglais, il y a l'arabe. Voilà, donc on a des langues aussi qui sont utilisées par nos assurés et pour lesquels on n'était pas en capacité de leur répondre. Donc aujourd'hui, on peut enfin leur apporter une réponse. Le dispositif prévoit d'intégrer des langues supplémentaires en fonction de la demande. Autre nouveauté, un espace libre-service facilite les démarches. Plus besoin d'attendre pour effectuer les opérations les plus courantes. Comme ici à Guyancourt, la CPAM des Yvelines s'est équipée pour répondre aux demandes de ses assurés. Notre délai d'attente était trop long. Nos accueils étaient anciens, voire un peu vieillots. C'est aussi pour nous important de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, de façon à ce qu'ils se sentent bien accueillis, mais aussi à ce qu'on puisse avoir le temps de répondre à leurs questions. Donc c'est pour ça que l'après-midi, maintenant on leur offre des rendez-vous, ce qu'on ne ferait pas jusqu'à présent. C'est plutôt pratique, ça fait gagner du temps, ça nous évite de se déplacer pour venir que pour une attestation. Imprimer une attestation d'assurance maladie ou consulter ses remboursements devient alors plus facile. Dans les Yvelines, 15 sites sur les 19 sont équipés de ces dispositifs. D'autres caisses françaises devraient suivre la métamorphose. Les usagers peuvent venir donner leurs avis sur les bornes de satisfaction. Patrimoine à présent, la maison Elsa Triolet Louis Aragon a besoin d'aide. Les inondations exceptionnelles survenues à la fin du mois de mai et au début du mois de juin ont provoqué de nombreux dégâts. À Saint-Arnoux, les eaux de la rivière près du moulin se sont infiltrées dans la maison jusqu'à 70 cm d'eau est venue dans les musées, également dans les bureaux. L'association qui permet à la maison de continuer à vivre fait un appel aux dons. Les explications de Manon Labatte. 30 000 ouvrages ornent l'impressionnante bibliothèque d'Aragon et Elsa Triolet. Un héritage en danger dû à l'humidité causée par les inondations. Le mobilier, les archives, le bureau, tout a été endommagé, voire ravagé par l'eau. Plus de 100 000 € de pertes sont à déplorer d'après l'association Maison Elsa Triolet Aragon. Ici, donc l'eau est montée vraiment jusqu'à ce niveau-là. Ici, donc, a touché les premiers niveaux des bibliothèques. Déjà pendant la nuit, et on les a déménagés au plus vite aussi, mais donc ça a touché des livres rares ou la collection de vinyles de Louis Aragon, parce qu'on avait le tourne-disque d'Aragon qui était de ce côté-là. On n'a pas jeté de livres, là les livres sont conservés et on essaie de les soigner au maximum. On met des papiers buvards entre les pages pour absorber l'humidité, on les change régulièrement et ça a touché environ 250 livres ici. L'annulation des visites prévues lors du mois de juin, mois connaissant le plus de fréquentation, s'ajoute à la liste des frais. Une aide rapide est sollicitée. Les dons sont déductibles à 66% des impôts pour les particuliers.
Il y a des assurances qui prendront certaines choses en charge, l'État va nous aider aussi, on l'espère. Mais on a besoin aussi d'avoir un soutien rapide, un petit peu de nos amis, qu'on nous montre un petit peu de la solidarité pour le lieu et un amour de cette maison laissée par Aragon et Elsa Triolet. Et donc tout coup de pouce vraiment est le bienvenu en ce moment. 25% de la somme espérée a été récoltée dans les premiers jours, un bon espoir pour la suite. La maison d'Elsa Triolet Aragon devrait rouvrir au public le 3 juillet à l'occasion du concert de San Severino. Et c'est votre rendez-vous traditionnel du jeudi. Vous en avez l'habitude, nous recevons avec nous sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport du jeudi. Bonsoir à vous Mickaël. Bonsoir Florane, je suis ravi de vous retrouver après notre épisode de la semaine dernière, jeudi dernier. Merci, bien, je suis ravie également de vous retrouver. Ne nous perdons pas en palabres, quel sera le thème de votre chronique aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le twirling bâton? Alors j'en ai beaucoup entendu parler en rédaction, je suis sûre que vous allez m'éclairer sur ce sujet comme d'habitude. Je vais faire mon maximum en tout cas dans cette chronique. La 3e édition de la soirée des champions de twirling bâton était organisée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ce mercredi soir. L'occasion pour nous de rencontrer les dirigeants des clubs d'Île-de-France et capturer ce moment à l'aide de nos caméras. Mais avant de débriefer cette soirée, petite piqûre de rappel sur le twirling bâton. Ce sport est un dérivé de la gymnastique comme nous l'explique le vice-président de la Ligue Île-de-France, Dominique Pouliquin. C'est un petit peu comme de la gymnastique rythmique mais avec un bâton. Comme vous avez pu le voir, comme vous allez le voir ce soir, c'est un sport artistique, gymnique et qui demande beaucoup de physique et beaucoup de dextérité. Alors on l'a vu Mickaël sur les images, c'est assez spectaculaire, en même temps c'est très artistique. Je vous avoue Florane que j'aurais peur de me lancer, mais bon, on ne sait jamais. Ce sont des athlètes de haut niveau. Ce gala a réuni les meilleurs twirlers d'Île-de-France. Au total, ils étaient plus de 120 venus de 8 clubs franciliens. Le niveau était donc très relevé. En fait, on a des finalistes, uniquement des finalistes du championnat de France National 1 et National 1 Élite, dans toutes les catégories quasiment, que ce soit en solo, duo ou équipe. On a également des membres du Team France qui sont là. On a des éléments qui sont sélectionnés pour la Coupe d'Europe en France au mois de juillet. Et surtout, on a quelques athlètes qui sont et champions de France et sélectionnés pour les championnats du monde au mois d'août en Suède, qui sont là ce soir et qui nous font l'honneur de nous montrer leurs prestations et de la partager avec nous. Il y avait donc des champions de France et peut-être des futurs médaillés au championnat du monde en Suède. C'est le cas de Maëlys Camus du club d'Andrézy. Pour arriver à ce niveau, la twirleuse nous explique qu'il faut de la patience et mettre les bouchées doubles aux entraînements. Je m'entraîne tous les jours sauf le jeudi, donc ça fait à peu près 10 heures par semaine sans compter les week-ends. Et donc un entraînement, ça se déroule sous forme d'abord l'échauffement et ensuite le bâton où on fait notre enchaînement qu'on va présenter en compétition. La compétition, on passe devant des jurys en solo, en duo, en équipe et on est noté par rapport à ce qu'on fait. Alors malgré ces images assez impressionnantes, il faut préciser quelque chose, Mickaël, ce n'était pas une compétition hier soir au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Exactement, Florane. Cette soirée était plutôt une promotion pour ce sport avec des démonstrations en duo, en solo ou en équipe. L'objectif est évidemment de propulser le twirling dans une autre sphère médiatique pour toucher un large public. Dans les gradins, on recensait plus de 700 personnes. C'est important parce que ça n'est que la 3e édition. Et en fait, quelque part, c'est le tremplin dont on compte se servir pour sortir du public juste twirling, mais pour attirer et des sponsors comme on peut en avoir ce soir, mais surtout du public extérieur. C'est pour ça qu'on a fait un format court de 2 heures, un soir de semaine. On est parisien, on a l'habitude de sortir. L'entrée ne coûte pas cher. On espère, sur le long terme, attirer des gens, attirer des médias et faire de plus en plus connaître le twirling bâton. Une nouvelle soirée de gala pourrait être organisée l'année prochaine au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Je termine cette chronique par un chiffre. 600, c'est le nombre de twirlers dans le département. Les Yvelines sont le département avec le plus de licenciés en France. Vous allez prendre votre licence, Florane? Je vais attendre un peu avant de m'essayer parce que j'ai un peu les poignets faibles. Mais bon, pourquoi pas, hein, on pourrait y réfléchir. On vous retrouve dans quelques minutes. C'est noté en tout cas. Mickaël, pour votre talk. Pour mon talk, effectivement, on parlera notamment de l'Euro 2016 et de ce match entre la France et l'Irlande en 8e de finale de l'Euro. Les deux équipes ont pour camp de base les Yvelines, Versailles et Clairefontaine. Eh bien, dis donc, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de sports et pas mal aussi d'échanges. Il y aura au moins une équipe yvelinoise en quart de finale. Pas mal d'échanges également là-dessus, je pense, dans votre talk. Merci beaucoup, Mickaël. On va regarder ça avec attention. Et à la semaine prochaine, justement, on continue avec l'Euro 2016. Les phases de poule viennent de se terminer. En 8e de finale, la France, qui a terminé première du groupe A, affronte l'Irlande, 3e du groupe E, dans un derby yvelinois sulfureux. 40 minutes séparent seulement les deux camps de base de Versailles où séjournent les Boys in Green de Clairefontaine. Le match se disputera ce dimanche 26 juin à 15h. À Lyon, on écoute l'adjoint délégué au sport de la ville de Versailles.
on est content, on poursuit l'aventure avec eux. Puis en plus, alors, formidable de jouer contre la France. Donc on est bien sûr convaincu qu'on entendra beaucoup parler de ce match. Cet enjeu-là pour nous, et puis le fait que, on va dire, c'est aussi une petite revanche de 2010, donc de France-Irlande, je pense que ça va ressortir de la presse. Donc c'est sympa, donc c'est vraiment un très beau match qui, à mon sens, est très ouvert. Et une dernière information avant de refermer ce journal. La vigilance orange aux orages continue de s'étendre. 20 départements sont désormais placés en alerte orange par Météo France, dont les Yvelines. Alors l'alerte court jusqu'à ce soir, jeudi 23 novembre, minuit. Météo France évoque un épisode orageux d'été nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il y a un risque de phénomènes violents localisés. De fortes précipitations sont attendues. Ces orages pourront être aussi accompagnés de grêles. Faites attention, l'activité électrique est importante et de fortes rafales de vent de 60 km/h à 80 km/h sont à craindre. Donc la vigilance est de mise, notamment dans vos déplacements. Prenez vos précautions. C'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Wilfried Richy pour notre JT de fin de semaine. Mélanie Poquier dans le 7-8 Week-end pour vos idées, loisirs et sorties. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée et un très bon week-end.